Vaincre ou mourir. C'était le mot d'ordre absolu de la propagande du Troisième Reich. À partir de l'année 1943, cet ordre devient la règle pour chaque soldat sur le front. Tenir jusqu'à la dernière cartouche, ne jamais reculer. Pourquoi les ingénieurs allemands ont-ils alors conçu une machine dont la fonction principale était la fuite? La réponse tient dans une mécanique hors norme, une puissance brute mise au service de la survie. Sous le blindage, les ingénieurs installent un moteur de 12 cylindres. Ils ajoutent 8 roues motrices indépendantes. Mais le détail crucial se trouve à l'intérieur. Le véhicule possède 2 postes de conduite complets. Un volant à l'avant pour le conducteur face à l'ennemi. Un second volant à l'arrière pour l'opérateur radio. Sa mission est simple, extraire l'équipage quand la situation devient désespérée. Ce n'était pas de la lâcheté, c'était une doctrine tactique. La machine pouvait filer à 90 km/h en marche arrière. Elle n'avait pas besoin de faire demi-tour. Elle décrochait du combat instantanément. Sur les images d'archives, on voit sa silhouette basse et agressive. Voici l'histoire du Puma. Un véhicule blindé unique, mais né sous une mauvaise étoile. Trop complexe pour les usines, trop fragile pour le choc des blindés, trop coûteux pour une économie allemande en train de s'effondrer. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie, mais il est arrivé avec 3 ans de retard sur son temps. À première vue, un prédateur des sables, mais en réalité, un anachronisme technique. Pourquoi Berlin a-t-il investi des millions dans un engin destiné au désert africain, alors que les chars soviétiques menaçaient déjà les frontières du Reich? L'erreur était stratégique. Les événements s'accélèrent. Pour comprendre cette contradiction, il faut revenir en l'an 1940. À cette époque, l'état-major allemand est encore persuadé de son invincibilité technologique. La défaite n'est alors qu'une hypothèse lointaine. 24 mm. C'était le calibre des canons automatiques allemands au début de la guerre. Une puissance de feu dérisoire. Pourquoi le Blitzkrieg a-t-il failli s'effondrer à cause de ses propres véhicules de reconnaissance? La réponse est simple. Les blindés à 8 roues ne tenaient pas la distance. À première vue, des machines de pointe, mais en réalité, des cercueils mécaniques. Les modèles 231 et 232 formaient la colonne vertébrale des bataillons de reconnaissance. En Pologne et en France, la réalité du terrain a brisé le mythe. Les moteurs à essence surchauffaient après seulement quelques heures de marche intensive. Les châssis étaient basés sur des camions civils. Sur les routes polonaises défoncées, les suspensions volaient en éclats. En pratique, le scénario se répétait toujours de la même manière. L'équipage repérait les positions ennemies, le radio transmettait les coordonnées, l'ordre de repli était donné. C'est là que tout basculait. Le moteur brûlant calait au pire moment. La suspension cédait sur une simple bosse. Ou alors, le commandant réalisait que ses obus de 20 mm ricochaient inutilement sur le blindage d'un char français. Sur les images d'archives, on voit des véhicules abandonnés sur le bas-côté, capots ouverts. Les éclaireurs voyaient l'ennemi, mais ils ne pouvaient plus fuir. Ils ne pouvaient pas non plus se défendre. Trop souvent, ceux qui devaient être les yeux de l'armée devenaient eux ses premières victimes. Ils étaient pris au piège dans des carcasses de métal brûlant, mais ce n'était que le début. Le haut commandement tournait déjà ses regards vers un nouveau théâtre d'opération, l'Afrique du Nord. Un désert sans fin. Là-bas, l'atelier de réparation le plus proche se trouvait à des centaines de kilomètres. La chaleur transforme les compartiments moteurs en véritables fours. On entend le sifflement de la vapeur qui s'échappe des radiateurs. Dans ces conditions extrêmes, les systèmes de refroidissement standard bouillaient en moins d'1 heure. Le sable s'infiltrait partout. Les mécaniciens étaient impuissants. L'état-major a compris l'urgence. Il fallait un véhicule radicalement nouveau. Une machine capable de s'enfoncer de 50 ou 100 km en territoire hostile et de revenir intacte. L'erreur était interdite. L'histoire s'est arrêtée là pour les anciens modèles. Août 1940. L'Office des armements de la Wehrmacht lance un projet prioritaire. L'objectif, concevoir un nouveau véhicule blindé de reconnaissance lourd. Mais pas pour l'Europe. Cette machine est destinée aux sables du désert. Pourquoi un tel besoin? Les blindés classiques tombent en panne sous le soleil africain. Il faut une solution radicale. La réponse est une coopération industrielle forcée. Le travail commence immédiatement. Plusieurs entreprises se partagent le gâteau. À Leipzig, la société Büssing-Nack dessine le châssis. À Krefeld, les usines d'acier noble lancent les presses hydrauliques pour frapper les plaques de blindage. Mais le véritable défi est ailleurs. Le cœur de la machine est confié à Tatra. L'entreprise tchécoslovaque est basée à Nesselsdorf. C'est là que le concepteur en chef Hans Ledwinka reçoit la commande.
À l'époque, beaucoup d'ingénieurs considèrent sa mission comme impossible. Les militaires exigent un moteur diesel à refroidissement par air. L'engin doit fonctionner par 50 degrés dans le Sahara ou par moins 40 en Russie. Pas de radiateur, pas de circuit de refroidissement complexe, pas de fuite de liquide. Un moteur pur, brut et résistant. Ledwinka et ses techniciens travaillent d'arrache-pied pendant presque 2 ans. Ils testent des alliages et modifient les ailettes de refroidissement. Finalement, à l'été 1942, le premier prototype sort de l'atelier. À l'image, un moteur diesel à 12 cylindres en V. La puissance est là, 220 chevaux. Les tests confirment qu'il n'a effectivement pas besoin d'eau pour refroidir. Mais un problème majeur surgit lors des essais sur piste. Le moteur est trop bruyant. C'est un vacarme assourdissant de métal contre métal. Pour un véhicule de reconnaissance, c'est un échec total. Sa mission est de s'approcher furtivement, d'observer et de repartir sans être vu. Avec un tel rugissement, le véhicule devient une cible facile. Le bruit équivaut à un arrêt de mort pour l'équipage. À première vue, une réussite technique, mais en réalité, un désastre tactique. Les ingénieurs de Tatra tentent désespérément d'étouffer le son de leur création. Ils installent des silencieux et modifient l'admission. Mais le temps presse. L'horloge de la guerre tourne plus vite que leurs recherches. En automne 1942, la situation bascule sur le front. Les Britanniques stoppent l'avancée de Rommel. La logistique allemande commence à craquer. Les priorités changent. L'erreur était interdite. Mais le désert n'attendait pas. Mai 1943. En Tunisie, les restes de l'Africa Corps déposent les armes. C'est la fin. Le désert, raison d'être de tout le projet, est définitivement perdu pour le Reich. Le véhicule conçu spécifiquement pour le Sahara arrive trop tard pour la guerre qu'il devait mener. Pourquoi continuer les recherches? Le terrain a changé. Mais les besoins restent identiques. Un engin capable de parcourir 1000 km sans refaire le plein est une arme précieuse. Les immenses plaines du front de l'Est attendent ce nouveau prédateur. Berlin décide de maintenir le programme. Le projet avance, mais un obstacle bloque les ingénieurs. Le nouvel engin blindé a besoin d'une tourelle équipée d'un canon puissant. Problème, les usines de production du Reich sont saturées, les commandes prioritaires s'accumulent et ne laissent aucune place à l'improvisation. À l'image, des chaînes de montage qui tournent à plein régime pour les Panzer IV. C'est alors qu'un événement imprévu change la donne. Janvier 1943. Une réunion au sommet rassemble Hitler et le ministre Albert Speer. Le sujet tombe sur la table. Le projet de char de reconnaissance léger, Léopard, le FK-16-02. La décision tombe, nette et brutale. Hitler ordonne l'arrêt immédiat du programme Léopard. Le Führer estime que les chars Panther peuvent assurer eux-mêmes les missions de reconnaissance. Gaspiller des ressources pour un véhicule spécifique n'a plus aucun sens à ses yeux. À première vue, un échec industriel, mais en réalité, une opportunité inespérée. Le projet Léopard s'arrête avant même la finalisation d'un seul prototype. Les plans sont rangés, les ingénieurs sont réaffectés. Mais une pièce reste disponible. La tourelle initialement prévue pour le Léopard est désormais sans affectation. Elle est prête. Elle est puissante. Les événements s'accélèrent. Les concepteurs du nouveau véhicule à 8 roues sautent sur l'occasion. Ils récupèrent ce design abandonné pour l'intégrer à leur propre châssis. Ce qui devait être un déchet de l'administration devient le cœur de leur machine de guerre. L'histoire s'est jouée sur une signature dans un bureau de Berlin. Les tourelles étaient déjà prêtes. Elles étaient entièrement équipées du canon de 50 mm K-39. C'est la même arme qui équipait alors le char Panzer III. Mais ces tourelles se sont retrouvées sans châssis après l'annulation brutale du projet initial. Les ingénieurs de Daimler-Benz ont dû leur trouver une nouvelle utilité. Ils ont pris une tourelle conçue pour un char de 26 tonnes et l'ont installée sur un blindé à roues de seulement 11 tonnes et demie. Sur le papier, le montage semble absurde. Pourtant, cette union a donné naissance à la machine de reconnaissance la plus efficace de la Seconde Guerre mondiale. Comment un tel déséquilibre a-t-il pu fonctionner? Le secret résidait dans l'ingénierie. À ce moment précis, l'ingénieur Ledwinka règle enfin le problème du bruit moteur. Le Tatra 103 modifié développe 220 chevaux avec ses 12 cylindres. Désormais, il tourne en silence. Pour un véhicule de reconnaissance, c'est un avantage vital. À l'image, un moteur massif, complexe, mais sans radiateur. Le refroidissement par air change tout. Dans le désert, rien ne peut bouillir. Dans l'hiver russe, rien ne peut geler.
Le choix du diesel apporte un double bénéfice. Il est économique pour les longues distances et beaucoup moins inflammable que l'essence. Mais la véritable innovation ne se voit pas de l'extérieur. C'est une question de philosophie de conception. Les ingénieurs de Busingnag ont créé un châssis avec 2 postes de pilotage complets. Le conducteur principal s'installe à l'avant, comme d'habitude, mais à l'arrière, à la place de l'opérateur radio, se trouve un second volant. Le deuxième pilote est assis face à l'arrière. Il peut prendre les commandes à chaque seconde. La transmission dispose de 6 rapports vers l'avant et 6 rapports vers l'arrière. Cela signifie une chose simple. Le Puma peut fuir le danger en marche arrière à pleine vitesse. Pas besoin de faire demi-tour sous le feu ennemi. Le gain de temps est immense. Sur le terrain, la maniabilité est totale. Les 8 roues sont directrices. Le véhicule tourne sur place avec une agilité inédite pour son gabarit. Ce n'était pas un engin de combat destiné à percer les lignes. C'était un outil de survie conçu pour voir sans être vu. La situation a empiré sur le front, mais le Puma restait intouchable. On voit le blindé pivoter et disparaître dans les broussailles en un instant. Sa conception privilégiait la fuite à l'affrontement. Ainsi s'est imposée la logique du Puma. 85 km/h, c'est la vitesse de pointe de la Puma. Pour atteindre de telles performances et une autonomie de 1000 km, les ingénieurs allemands ont fait un choix radical. Ils ont sacrifié la survie de l'équipage. Pourquoi construire un blindé si vulnérable? La réponse est simple. Le Reich privilégiait la mobilité sur la protection, mais ce calcul avait une limite mortelle. À l'avant, le blindage de la caisse mesure 30 mm. C'est un chiffre correct pour l'époque. Mais sur les flancs, la réalité change. L'épaisseur chute à seulement 8 mm. Sur les côtés de la tourelle, on ne compte que 10 mm d'acier. En situation réelle, les conséquences sont brutales. L'automitrailleuse américaine M.W. Greyhound n'avait pas besoin de son canon pour détruire une Puma. Sa mitrailleuse lourde Browning de calibre 12,7 mm suffisait. À 500 mètres de distance, une simple rafale perçait le flanc du véhicule allemand. La Puma n'était pas un véritable blindé. C'était une voiture rapide enveloppée d'une fine peau d'acier. Le deuxième obstacle était industriel. La production était un chaos technique. Le véhicule naissait dans 5 usines différentes, dispersées à travers l'Europe. Le châssis venait de Leipzig. Les caisses sortaient des ateliers de Krefeld. Les tourelles étaient fabriquées entre Berlin et Elbing. Quant aux moteurs, ils arrivaient de Tchécoslovaquie. Coordonner ces livraisons demandait des miracles logistiques. L'industrie du Reich, asphyxiée par les bombes, ne pouvait plus suivre ce rythme. Les archives montrent le résultat. Entre septembre 1943 et septembre 1944, seulement 101 exemplaires sont sortis des chaînes. 101 Puma pour l'intégralité des divisions de Panzer de la Wehrmacht. C'était une goutte d'eau sur le front. Mais le véritable danger n'était ni le blindage, ni l'usine. C'était son canon. La Puma portait une pièce de 50 mm, le KWK-39. C'est exactement le même canon que celui du char moyen Panzer III. Cette puissance de feu créait une illusion dangereuse. L'arme pouvait détruire des véhicules de reconnaissance ennemis et des chars légers. Avec un tir chanceux, elle pouvait même percer le flanc d'un Sherman américain. Les équipages le savaient, et cette confiance excessive est devenue leur arrêt de mort. Sur le terrain, la situation a dégénéré. Le commandement a dû intervenir en urgence. Un ordre strict est tombé. Interdiction formelle pour les unités de reconnaissance d'engager le combat. Leur mission était de voir sans être vue, pas de se battre. Car à la moindre erreur tactique, la Puma se transformait en cercueil d'acier. Observer et rapporter. Ne pas tirer. C'était l'ordre strict reçu par les équipages. Mais la puissance de la machine a tout changé. Plus tard, les historiens noteront ce fait. L'armement lourd poussait les hommes à la faute. Au lieu de rester invisibles, les soldats cherchèrent le combat. 4 hommes sont enfermés dans une tourelle étroite. Le chef de char, le tireur, le conducteur et l'opérateur radio. Ils observent l'ennemi à travers les optiques. La cible est là, parfaitement alignée. Ils savent qu'ils peuvent la pulvériser d'un seul coup. Pour beaucoup, la tentation est trop forte. Le doigt appuie sur la détente. L'ordre de reconnaissance est oublié. 8 juin 1944, 2 jours après le débarquement allié en Normandie. La Panzerlehr Division se met en branle vers la côte. En tête de colonne, le bataillon de reconnaissance ouvre la voie. 26 véhicules blindés Puma avancent en silence. À leur bord, des vétérans endurcis du front de l'Est. Le lieutenant-général Fritz Bayerlein commande la division. Il connaît la valeur de ses hommes. Ces Pumas sont ses yeux.
Sans eux, la division avance dans le noir complet. À l'image, des engins massifs à 8 roues qui déchirent le paysage normand. Malgré le chaos total de l'invasion, les équipages appliquent leurs réflexes. Ils s'infiltrent entre les lignes alliées, ils notent les positions des batteries d'artillerie, ils comptent les chars dans les colonnes ennemies. Le bruit des touches du télégraphe crépite. Les coordonnées sont transmises en temps réel. La tactique est celle de Heinz Guderian, des règles écrites bien avant la guerre. Le jour, les éclaireurs se figent. Ils utilisent le moindre buisson ou la moindre grange pour masquer leur silhouette imposante. La nuit, ils deviennent des ombres sur le goudron. Pourquoi s'exposer inutilement? La discrétion est leur seule survie, mais en terrain découvert, tout change. Pour poursuivre l'ennemi ou couvrir une retraite, la compagnie frappe en bloc. Le reste du temps, le Puma agit seul, un fantôme qui apparaît et disparaît à la limite du champ de vision. À l'intérieur de l'habitacle, l'odeur de gasoil et de sueur est... Le commandant plaque ses jumelles contre ses yeux. La tourelle pivote avec un bruit métallique sourd. Il scanne l'horizon mètre par mètre. Le tireur garde l'index immobile sur la détente. Il attend l'ordre. Le conducteur surveille le régime moteur. Il écoute chaque vibration, chaque raté, espérant que la mécanique tiendra le coup. À l'arrière, l'opérateur radio surveille les angles morts. Ses mains agrippent le second volant. Il est prêt à prendre le contrôle total du véhicule en une fraction de seconde. Pourquoi cette disposition inhabituelle? La réponse est simple. La survie n'était pas une question de blindage, mais de vitesse. À première vue, un simple véhicule de reconnaissance. Mais en réalité, un prédateur lourdement armé. Sur le terrain, les collisions sont brutales. Le canon de 50 mm de la Puma surprend les Alliés. C'est un choc immédiat. Les colonnes américaines et britanniques ont l'habitude de croiser des automitrailleuses légères. Des engins équipés de simples mitrailleuses de 20 mm. Face à la Puma, le scénario change. Ils se retrouvent nez à nez avec une puissance de feu de char moyen. L'impact est dévastateur. Les blindés légers alliés volent en éclats, mais la plus grande force de la Puma ne réside pas dans son canon. Sa qualité la plus précieuse reste sa capacité à disparaître instantanément. La situation devient trop dangereuse. Les obus tombent autour du véhicule. Les équipages appliquent alors leur doctrine stricte. L'opérateur radio à l'arrière engage la marche arrière. Il prend la direction des opérations. Le véhicule s'éloigne à une vitesse fulgurante sans jamais pivoter. La Puma ne présente jamais ses flancs vulnérables à l'adversaire. Elle recule à 85 km/h. La face avant reste dirigée vers l'ennemi. La tourelle continue de pointer vers la menace. À l'image, une ligne de poussière qui s'étire sur la route alors que l'engin s'évapore. Ce n'était pas une fuite désespérée, c'était un calcul technique, froid et impitoyable. L'histoire a retenu cette silhouette basse comme le symbole d'une retraite maîtrisée. 1944. Le blindé Puma fait face à un ennemi invincible. Cet adversaire n'utilise pas les routes et ne se cache pas derrière les haies. Il frappe depuis le ciel. Pourquoi le Puma était-il condamné? La réponse est simple. Durant l'été, les Alliés contrôlent totalement l'espace aérien de Normandie. P-47 Thunderbolt, Hawker Typhoon, P-51 Mustang. Ces chasseurs bombardiers patrouillent chaque route, chaque carrefour et chaque bosquet. Un char lourd peut encaisser une attaque aérienne grâce à son blindage de toit. Pour le Puma, c'est différent. Ses flancs ne mesurent que 8 mm. Le toit de sa tourelle est encore plus fin. Un impact direct signifie la mort immédiate. Sur les images d'époque, on voit les éclats d'obus et les tirs de canons d'aviation transpercent la coque de part en part. Le véhicule se transforme instantanément en un cercueil d'acier pour les 4 membres d'équipage. La discrétion fonctionnait contre les troupes au sol. Elle devient inutile face aux observateurs aériens. À 1000 mètres d'altitude, un pilote repère ce qu'un soldat au sol ne voit jamais. Un sillage de poussière sur un chemin de terre, une ombre suspecte sous les feuilles, un reflet du soleil sur l'optique de visée. Le piège se referme en août 1944. La division Panzerlehr se retrouve coincée dans la poche de falaise. La situation est chaotique. Les routes sont bloquées par des carcasses en feu. Le ciel vibre sous le vrombissement permanent des moteurs alliés. Pour les équipages de Puma, ces journées sont une épreuve physique et mentale. Les qualités exceptionnelles de l'engin se retournent contre lui. La vitesse? Inutile sur des routes encombrées de débris et de chevaux morts. La maniabilité? Inopérante quand il n'y a plus aucun endroit pour s'abriter. Le blindage léger n'offre aucune résistance face aux bombes qui tombent à la verticale. Le silence tombe enfin sur le chaudron. Le général Bayerlein fait le bilan des pertes. Les chiffres sont brutaux. Sur 109 chars de la division,
il n'en reste que 20. Sur 26 Puma, 8 ont survécu. Mais ce n'était pas qu'une question de chance. 18% de survie pour les chars contre 31% pour les blindés légers. Même dans l'enfer de la poche de falaise, la doctrine des éclaireurs a payé. La tactique de la furtivité et la philosophie du repli rapide ont mieux protégé les hommes que les tonnes d'acier des chars lourds. Pourtant, pour le Puma lui-même, l'aventure touchait à sa fin. Septembre 1944. La production s'arrête brusquement. L'industrie du Reich est à l'agonie et ne peut plus se permettre le luxe de fabriquer des machines complexes dans 5 usines différentes. La priorité change. La ligne d'assemblage abandonne la Puma au profit du modèle 234-1. C'est une version simplifiée à l'extrême. Une tourelle ouverte, un canon de 21 mm. Le constat est simple, c'est moins cher, c'est plus facile à produire, mais c'est beaucoup moins puissant. Pourquoi abandonner une arme si efficace? La réponse est mathématique. Berlin n'a plus le temps. Le régime sacrifie la qualité pour le nombre. Pourtant, les Pumas survivantes ne quittent pas le front. Elles se battent jusqu'à la dernière seconde. On les voit en Silésie, en Poméranie, en Prusse orientale. Mars 1945. Les derniers véhicules de la 7e division Panzer reculent vers Danzig. À l'image, des blindés couverts de boue protègent des colonnes de réfugiés épuisés. Certaines unités parviennent même à atteindre Berlin sous les bombes. Mais à la fin des combats, un fait étrange saute aux yeux. Pas une seule Puma de la deuxième version n'a survécu au conflit. Aucun des 101 exemplaires construits n'existe encore aujourd'hui. Le bilan est total. Les véhicules ont été pulvérisés au combat, démantelés pour l'acier ou volatilisés dans le chaos des derniers mois de la guerre. À l'écran, on observe les hangars des musées du monde entier. On y trouve ses dérivés. Le 234-3 est exposé à Bovington, au Royaume-Uni. 2 exemplaires du 234-4 sont visibles à Münster en Allemagne et à Aberdeen aux États-Unis. Mais la Puma originale est devenue un fantôme de l'histoire. Elle n'existe plus que sur des photographies d'archives en noir et blanc. Pourtant, la machine a survécu à travers ses concepts. La guerre était terminée. Ses créateurs avaient disparu, mais les idées restaient. Les ingénieurs alliés ont récupéré les modèles capturés pour les examiner de près. Sur les rapports techniques, la surprise est totale. 8 roues motrices et directrices, 2 postes de pilotage pour changer de direction instantanément, un moteur diesel à refroidissement par air, une vitesse identique en marche avant et en marche arrière. Pour les vainqueurs, la technologie allemande semblait venir du futur. Les ingénieurs prenaient des notes, mesuraient chaque pièce et photographiaient les transmissions. Le blindé n'était plus une menace, mais il devenait un modèle pour les armées de demain. L'histoire du véhicule s'arrête là. 1975. 30 ans après la chute du Reich, la Bundeswehr adopte le Spähpanzer Luchs. 8 roues motrices, 2 postes de pilotage, la capacité de faire marche arrière instantanément à pleine vitesse. Le Luchs est le descendant direct de la Puma. Aujourd'hui, la majorité des véhicules de reconnaissance lourds utilisent la configuration 8x8, le Centauro italien, le LAV 25 américain, le BTR 82 russe. Tous ces engins portent l'empreinte d'une idée née en 1940, une idée conçue pour une guerre dans le désert qui s'est terminée avant même que le véhicule ne soit prêt. Comment finit l'inventeur d'une telle machine? Mal. La paix n'a pas été clémente pour Hans Ledwinka. Après la guerre, le gouvernement tchécoslovaque l'accuse de collaboration avec le régime nazi. Le verdict tombe, 6 ans de prison ferme. À première vue, un criminel de guerre, mais en réalité, un ingénieur pris dans l'engrenage. Ledwinka n'a jamais fabriqué d'armes. Il concevait des moteurs, il n'avait aucun pouvoir de décision. Mais la justice de l'époque ne s'encombrait pas de nuances. Il a passé ses années derrière les barreaux. Pourtant, son travail a survécu à sa réputation. Le moteur Tatra 512 est resté en production sur les camions de la série 111 jusqu'en 1962. Ce moteur, né pour la conquête, a transporté du fret sur les routes d'une Europe en paix pendant près de 20 ans. La Puma reste un paradoxe historique. C'était le véhicule blindé le plus avancé de la Seconde Guerre mondiale. C'était aussi le plus inutile. 101 exemplaires produits. Ce chiffre est ridicule face à l'ampleur du conflit. 101 véhicules ne pouvaient pas briser les vagues de Sherman et de T-34. Ils ne pouvaient pas empêcher les chasseurs alliés de verrouiller le ciel. Mais ces 101 exemplaires ont redéfini la reconnaissance militaire. La leçon était claire. Un éclaireur n'est pas protégé par son blindage. Il est protégé par sa capacité à disparaître.
Sa valeur ne se mesure pas à sa puissance de feu, mais à sa capacité à voir l'ennemi et à revenir vivant pour faire son rapport. Les équipages de Puma le savaient mieux que quiconque. À l'image, des hommes soudés dans une carcasse de métal étroite. Ils comprenaient que leurs fines parois d'acier ne stopperaient ni un obus, ni un éclat de shrapnel. C'est précisément pour cela qu'ils survivaient là où les tankistes mouraient carbonisés. C'est l'héritage de la Puma. Parfois, la meilleure défense n'est pas un blindage épais. C'est la capacité de quitter les lieux à temps, faire face à l'ennemi en reculant à toute allure. L'histoire s'est arrêtée là.